L'actualité à la une ce soir. Les journalistes burkinabés ont travaillé sous des menaces, des intimidations et même la prison en 2014. L'information vient du centre de presse Norbert Zongo qui a publié une étude hier sur la presse burkinabé en 2013 et 2014. C'était à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse qui a placé les médias publics au cœur des débats. Bonsoir à tous. Merci de suivre les dernières actualités de ce dimanche 3 mai 2015 sur la télévision de Burkina. La presse burkinabé a été éprouvée entre 2013 et 2014. C'est la conclusion d'une étude du centre de presse Norbert Zongo qui cite les menaces, les intimidations et même des emprisonnements. Elle a été rendue publique à la faveur de la Journée internationale de la liberté de la presse célébrée aujourd'hui. Le centre a réfléchi sur le rôle des médias publics au Burkina. Fousseni Kindo. La liberté de la presse au Burkina Faso dans la période pré-insurrectionnelle a connu certes des avancées, mais beaucoup de défis se posent. C'est la principale conclusion de l'étude sur l'état de la liberté de la presse commanditée par le Centre national de presse Norbert Zongo. C'est désormais une tradition pour le centre de publier chaque année les parcelles de liberté acquises par les journalistes dans l'exercice de leur profession. Selon l'étude, le contenu et la qualité des productions des journaux ont connu des améliorations notoires. Cependant, les violences subies par les journalistes en 2013-2014 ont revêtu plusieurs formes allant de l'intimidation aux menaces, sans oublier les violences physiques et les sanctions administratives, ainsi que l'emprisonnement. Et le hic dans tout cela, c'est que de plus en plus, une partie du public estime que ces violences sont justifiées. Toute chose qui inquiète les professionnels de l'information. Si l'action de la liberté de la presse, les acteurs de la liberté de la presse sont agressés et que les gens estiment que c'est justifié, c'est une interpellation. Interpellation également des décideurs et des responsables en charge de la gestion des médias d'État pour faire de ces médias de véritables organes de service public. Le panel organisé à l'occasion a mis en exergue l'intérêt et le rôle primordial des médias d'État. Panélistes et publics ont insisté également sur la nécessité pour les médias d'État au Burkina Faso d'évoluer vers des médias de service public. Et cela en tenant compte de l'intérêt général des opinions, de la diversité du patrimoine culturel et en tenant également compte du fait que chaque citoyen qui se trouve à quelque distance de la capitale doit bénéficier du service public. Tout un programme, voire des défis pour les agents et acteurs du service public. Quand on est acteur, agent du service public, on doit faire l'option de la qualité. Parce que la médiocrité est incompatible avec le service public. Pourquoi? Parce qu'il faut respecter les publics récepteurs qui sont des citoyens honorables, qui méritent d'être respectés, donc qui méritent d'avoir de la qualité. À l'occasion de cette célébration, le Centre national de presse Norbert Zongo a procédé au lancement du prix Norbert Zongo en journalisme d'investigation. Les journalistes de l'Ouest, de leur côté, ont parlé de la liberté de presse et cohésion sociale. À travers une conférence publique, l'Association des professionnels des médias de l'Ouest a réuni les membres de 4 régions pour commémorer la Journée mondiale de la liberté de la presse. Karim Sissé. Liberté de presse et cohésion sociale. C'est sous ce thème que l'Association des professionnels des médias de l'Ouest, APMO, a célébré la Journée mondiale de la liberté de la presse. À travers ce thème, il s'agit pour l'APMO d'informer les uns les autres sur les atteintes portées à la liberté de la presse. Nous sommes dans une phase, une période très sensible.
Donc le journaliste, avant de traiter son information, doit penser d'abord à sa responsabilité sociale. Donc pour traiter une information, il faut voir la portée de l'information. Est-ce que cette information ne va pas quand même entraîner des troubles? La liberté de la presse s'arrache. Nulle part au monde, on a donné la liberté à la presse de critiquer et de fouiller là où on ne veut pas qu'on fouille. Et donc, c'est un mot d'encouragement parce qu'il y a des journalistes qui sont emprisonnés, il y en a qui meurent. Et il y a toutes sortes d'entraves pour ne pas empêcher effectivement que la liberté soit totale. À l'occasion, les journalistes de la boucle du Mouhoun, des Cascades, du Sud-Ouest et des Hauts-Bassins n'ont pas marchandé leur participation. Tous ont tenu à être présents pour s'abreuver à la source de connaissances du conférencier du jour. Sans cohésion sociale, il n'y a pas de liberté de la presse. Et sans liberté de la presse, en général aussi, il y a problème pour la cohésion sociale. Donc, à partir de ça, quelle peut être la contribution des journalistes à travers une de leurs prérogatives qui est la liberté de presse. C'est-à-dire c'est travailler à renforcer, les actions qui peuvent raffermir cette cohésion à travers un certain nombre de pratiques, notamment le respect de la déontologie, le respect de l'éthique de leur profession. À noter que l'Association des professionnels des médias de l'Ouest a vu le jour en mars 2015. Elle a pour objectif d'œuvrer au renforcement des capacités des médias pour mieux accompagner le développement socio-économique et promouvoir les valeurs morales pour la consolidation de la cohésion sociale. Et cette conférence marque le lancement officiel des activités de la dite association. Au moment où les représentants du Sud-Ouest étaient à cette rencontre de Bobo Dioulasso à Gawa, une autre conférence a été organisée sur le rôle social des journalistes avec le soutien du Conseil supérieur de la communication, Draman Dadian. Le ministre Auguste Denis Bari s'est imprégné du travail abattu et de la stratégie mise en place pour lutter contre le terrorisme au Sahel. Et depuis l'attaque terroriste le mois dernier à Tambao, attaque qui a fait des blessés avec l'enlèvement d'un expatrié, le centre d'opération basé au 11e RIC ne cesse de veiller au grain. Les investigations continuent, les gens ont eu des éléments de renseignement sur le terrain. La gendarmerie est en train de faire son travail. Monsieur le ministre est venu dans la région, il a voulu venir voir, parce que ici c'est le poste de commandement opérationnel. Nous avons un centre d'opération ici, il a voulu venir au niveau du centre d'opération pour voir exactement comment les choses se passent. C'est ici qu'on prépare tout, c'est ici qu'on exécute tout, c'est ici qu'on commande, puis on rencontre. Le ministre en charge de la sécurité a par ailleurs encouragé le commandement au cours de cette rencontre qui s'est tenue à Ouido. Voilà, c'était là donc les encouragements du ministre en charge de la sécurité à ces hommes du Sahel. Nous n'aurons pas le reportage de Draman Dadian, mais l'ambassadeur du Danemark au Burkina était lui aussi sur le terrain. Son pays participe au financement du développement du secteur rural avec une enveloppe de 33 milliards de francs. Avec le comité de pilotage, ils sont allés mesurer l'impact de ces financements qui visent à augmenter la productivité et améliorer les revenus des producteurs du Centre-Est. Daniel Kambou. Situé dans la province de Kouritenga, le marché à bétail de Barnogo dans le village de Sampouaga fait partie des sites qui ont reçu la visite de ses membres du comité de pilotage du programme de croissance économique dans le secteur agricole au Burkina. Son financement a coûté plus de 59 millions de francs CFA, dont un apport de 56 millions environ de la coopération danoise. Les 5 filières gomme arabique, bétail, viande, niébé, maïs et karité se sentent vraiment très rigoureux maintenant. Parce que les réalisations que nous avons vues hier vont permettre réellement d'avancer dans nos travaux parce que ce sont des soucis qui ont été réglés. Des magasins de stockage, des banques de céréales, des parcs de vaccination, autant de réalisations qui ont été faites grâce à ce programme. À terme, il s'agit entre autres de contribuer à augmenter la productivité et les revenus agricoles. Il faut être le secteur privé, les éleveurs, les producteurs et les marchandeurs qui vont prendre l'avantage de cet investissement.
Et je suis assuré que cette infrastructure a la possibilité d'augmenter la croissance économique dans cette région. Ce cadre de travail a été choisi par les membres du comité de pilotage pour évaluer les acquis de ce programme. Au plan technique, il y a des améliorations à apporter. Lorsque je prends par exemple la question des banques de céréales, lorsque vous regardez le plancher, il n'est pas lisse. Ce qui veut dire que c'est un réservoir pour les insectes qui vont détruire justement les stocks qui seront mis dans ce magasin-là. Au résultat, la région du centre-est s'en tire à bon compte avec 17 infrastructures réalisées pour une subvention estimée à environ 500 millions de francs CFA. Ces membres du comité de pilotage du programme de croissance économique dans le secteur agricole auront également au cours de cette session à formuler des recommandations en vue d'orienter la mise en œuvre de la suite du programme. Et du centre-est, le ministère de la Santé pense la meilleure organisation des opérations de vaccination au Burkina. Un cadre consultatif a été installé à Tenkodogo. Ses membres sont tous des spécialistes de la santé. Badanel Kambou. Le groupe technique consultatif sur la vaccination au Burkina est constitué d'experts de divers domaines de la santé dans notre pays. Sa mise en place répond non seulement à une recommandation de l'Organisation mondiale de la santé et de la CEDEAO, mais aussi à la complexité de plus en plus grande de la question des vaccinations qui nécessite davantage d'adaptation des décisions et des opérations. Nous avons décidé au niveau du ministère de renforcer les activités de vaccination et nous avons aussi souscrit à une des recommandations de l'OMS qui était de mettre en place ces groupes-là pour pouvoir accompagner davantage les politiques du gouvernement en matière de vaccination. Et ce groupe doit être en fait comme un élément de veille pour surtout attirer l'attention des autorités sur des questions essentielles de la vaccination et voir surtout si nous devons travailler sur les questions de calendrier de vaccination, sur les questions d'introduction de nouveaux vaccins et surtout donner des conseils sur les démarches à suivre sur ces questions-là. C'est cet organe consultatif qui vient d'être installé donc à Tenkodogo. Ses membres se sont donné 3 jours pour se fixer des orientations quant à leur mission, mais aussi s'imprégner de leur rôle et de leurs responsabilités. Voir les vaccins qui arrivent, qui sont en élaboration, comment est-ce que le pays va les utiliser, est-ce qu'il faut introduire de nouveaux vaccins, comment par rapport au calendrier vaccinal. C'est l'essentiel des activités du GTCV que l'on aura à mener. Pour être efficace, le groupe technique consultatif sur la vaccination est doté d'un secrétariat permanent. Et pour une meilleure prise en charge des patients dans les cascades, les médecins ont une idée. Les journées du médecin. En fait, les médecins ont quitté leur blouse pour un temps de causerie avec la population. Thème du jour, expliquer l'organisation du district sanitaire aux populations et recueillir leurs préoccupations. Simplice Barreau. Les médecins de la région des Cascades ont choisi de quitter les salles de consultation et de soins pour échanger avec les populations et les potentiels patients sur les différentes problématiques liées à la prise en charge sanitaire. Briser les barrières entre le personnel soignant et les malades, c'est l'un des objectifs recherchés par les médecins des Cascades à travers l'organisation de la première édition de leur journée dont le thème porte sur la pratique de la médecine en milieu défavorisé. Cette année, on a voulu, pour la première édition, penser d'abord non seulement aux hépatites virales, à la problématique d'Ebola, à la problématique de don de sang et finalement les plantes médicinales comme alternatives voilà, dans la pratique de la médecine en milieu défavorisé. Pour une population estimée à plus de 650 000 habitants, selon les données de la direction régionale de la santé, les Cascades comptent 35 médecins, ce qui constitue entre autres un handicap pour une prise en charge efficace des patients. En termes de ressources humaines quand même, on a un nombre vraiment réduit. Un médecin pour 20 000 habitants, c'est un peu le ratio. De façon globale dans la région, nous sommes autour de 35 médecins pour toute la région. Ça, c'est également une des difficultés. Et également, l'une des difficultés qu'on a, c'est également en termes
matériel médico-technique pour pouvoir vraiment bien s'occuper. Le plateau technique un peu dans les structures sanitaires là fait un peu défaut. En dehors du CHR où on sent que quand même le plateau technique est beaucoup renforcé. Plusieurs activités sont au programme de la première édition des 48 heures des médecins des cascades. Il s'agit notamment d'une conférence publique sur l'expérience du docteur Zéphirin Takio dans la valorisation des recettes issues de la médecine traditionnelle, des séances de dépistage du VIH, de l'hypertension artérielle et du diabète. L'accès aux soins fait partie des promesses faites par le mouvement du peuple pour le progrès à Bobo Dioulasso. Le parti était en meeting à Sia où ces femmes ont clos aujourd'hui 2 jours de convention. Les femmes du MPP appellent au respect strict des 30% du quota genre. Ali Traoré. C'est par ce meeting au plateau Yéguéré de Bobo Dioulasso que les femmes du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès, ont mis fin à leur rencontre de 48 heures. Cette première convention s'est achevée sur des notes de satisfaction et de recommandations. Nous recommandons le respect scrupuleux du quota genre de 30% au résultat. Cette clôture de convention a vite pris l'allure d'une campagne électorale. Des femmes en passant par les jeunes jusqu'aux personnes âgées, chaque représentant des différentes couches sociales y allait de sa stratégie pour séduire le public. L'occasion fut belle également pour le premier vice-président du parti de dévoiler son plan d'action pour la femme. Notre programme va s'adresser prioritairement à la femme rurale pour qu'elle ait accès à l'eau potable, pour qu'elle ait accès à une maternité digne de ce nom, pour qu'elle puisse se soigner. Et nous disons qu'avec le MPP, tous les textes normatifs rétrogrades qui mettent la femme dans une inégalité face à l'homme, ces textes-là seront supprimés dès l'avènement du MPP. Après cette convention des femmes à Bobo Dioulasso, les personnes âgées du parti prévoient tenir la leur dans le mois de juin prochain. Femme, connaît aussi l'importance de la culture et travaille à la sauvegarder. Nathalie Sommet, présidente du Conseil supérieur de la communication, est allée soutenir la promotion de la culture du pays Lobby. Elle a fait un geste pour permettre d'entretenir ces lieux où s'exposent les objets et l'histoire des peuples du Sud-Ouest. Dramandadia. Des pas de danse en pays Lobby. C'est en quelque sorte un retour aux sources pour Nathalie Sommet, la présidente du Conseil supérieur de la communication, qui met ainsi son séjour à profit dans la cité de Bafouilly pour une énième visite dans le musée du Pony, encore appelé Musée ethnographique des civilisations du Sud-Ouest, un lieu de mémoire où sont conservés, exposés et mis en valeur des œuvres d'art et d'objets d'intérêt culturel, scientifique ou technique. Et chaque fois que je viens au musée de Gawa, en plus des sentiments de fierté que je ressens, c'est comme si je venais me ressourcer. Et c'est très important pour nous qui n'avons pas la possibilité d'être tout le temps au milieu des siens. Nous avons intérêt à préserver ce que nous avons. C'est le patrimoine culturel du pays Lobby. Même si le musée du Pony a été inauguré en 1990, la construction de cette bâtisse remonte en 1920. Elle a donc subi l'usure du temps. Et pour sa contribution à la pérennisation de ce patrimoine culturel, l'hôte du jour a fait parler son cœur avec une enveloppe de 600 000 francs CFA. Un ouf de soulagement pour les bénéficiaires, avec en première ligne l'autorité communale. Et ce qui nous permettra vraiment de sauvegarder ce patrimoine culturel, c'est-à-dire pour les générations futures. Car il faut le savoir, un homme sans culture pèse moindre même, c'est-à-dire qu'une feuille de paille. D'où la nécessité de préserver et de valoriser ce musée, une vitrine de la culture du pays Lobby. C'est là donc un reportage sur le séisme au Népal. Une semaine après ce séisme, il y a 2 millions de sans-abri et plus de 7 000 morts. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur la RTB et bonne reprise de travail demain.